Bon, je suis content de revoir Romain, parce que ça fait quand même, on va pas dire, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'était en 69, je crois. Ouais, ça fait longtemps. Hein. De toute façon, pour tout le monde, a vu nos âges, déjà, les histoires de bahut, ça fait longtemps. Oui. Mais le fait de se retrouver après à cette période qui était complètement invraisemblable, Ouais. et qui appartient maintenant, vu le cinquantenaire, ça appartient à l'histoire. Ça n'en est plus tellement. Même nous, on y a participé, mais comment c'est raconté et comment c'est vécu comme quelque chose de, je sais pas, un monument. J'ai l'impression des fois qu'il me parle d'une statue, moi, ou enfin, avec le mot commémoration. Ouais, c'est vrai. Ça n'a jamais été le cas avant. Avant, on disait c'est l'anniversaire, ou toi, ça m'est arrivé, oui, de repasser à Condorcet, ou de passer ici et tout. Mais là, de commémoration, moi, ça fait un drôle de truc quand même. Parce qu'il démarre, toutes les discussions démarrent, et notre rencontre aussi, par il y a 50 ans. Tu dis, ah ouais, donc Ouais. il y a 50 ans, j'avais 17 ans, j'avais 16 ans, j'avais 18 ans, quoi. Moi, j'étais en seconde, tu étais en première. Hein. J'étais en première ici, ouais. J'étais arrivé tout début 68. Je suis incapable de me souvenir comme ça la date à la suite de cette exclusion, et j'étais intégré en première, alors que bizarrement, c'était la rentrée. Ouais, j'avais redoublé moi à Condorcet histoire de me casser un peu plus. Il m'avait fait redoubler, et donc comme ça devait être le début de l'année ou une nouvelle année, j'étais intégré en première. Ouais. Premier souvenir de toi, je ne sais pas si tu te souviens, c'est dans le hall d'entrée. Les fachos étaient dehors, à la porte. C'était, je ne sais pas si c'était un samedi ou en semaine, j'en sais rien. Et je revois encore Romain, qui avait les cheveux beaucoup plus longs qu'aujourd'hui, avec une barre de fer. Je pense que c'était une armature de béton armé. Je ne sais pas où il l'avait trouvée, à mon avis dans la cour. Et tu faisais des moulinets comme ça au-dessus de ta tête. Il y avait une trentaine de mecs autour de toi. Les portes se sont ouvertes et je pense que les fachos sont partis comme une volée de moineaux. Tu te souviens de ça? Moi, je me souviens d'une poursuite mais il y en a eu tellement de bagarres que celle qui m'a marqué, c'est donc un groupe qui attendait ou nous qui distribuions des tracts, et ils sont arrivés. Et là, au lieu de reculer ou de se réfugier dans le bahut, on a attaqué et on les a poursuivis jusqu'à un chantier en face, et il y en a deux qui ont sauté de l'immeuble carrément. Tellement ils ont eu peur, mais de l'immeuble de 2 étages. Alors là, j'ai jamais su la suite de l'histoire, mais tellement c'était l'enfer, tellement on était furieux, que là, ça s'est fait en meute, c'est-à-dire ça devait être une sortie du bahut. On devait être en train de distribuer une sortie, on est attaqué par l'extrême droite, et là, au lieu de d'étaler, on s'est rebiffé, et on les a poursuivis en plus, et sans les lâcher, ni dans le métro, ni au point que ça s'est super mal terminé pour 2 d'entre eux sur la maison, on la voit encore, une maison qui est assez haute quand même. Et les mecs ont sauté du toit. Où est-ce qu'ils ont atterri, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils venaient souvent nous rendre visite. Hein. C'était un lycée de gauche, un lycée antifasciste contre l'OAS, où il y avait eu beaucoup d'agitation contre la guerre en Algérie. Il y avait une tradition ici importante, et le fait de ces traditions faisaient que les comités Vietnam lycéens, le comité Vietnam national, la JCR, les autres groupes militants étaient présents dans ce lycée. Donc il y avait une intense activité gauchiste ou d'extrême gauche, et forcément l'extrême droite faisait des descentes ou venait régulièrement. Le samedi surtout. Pas surtout, mais souvent le samedi, ils aimaient bien venir ici. Ah oui, ça avait été en plus, c'est là où il y a eu l'incident le plus grave. Quand Pierre Rousset était dans une bagarre mémorable en 67 devant le lycée Voltaire, à part les types d'Occident, et ils l'ont laissé pour mort, si bien qu'il a été trépané, il était entre la vie et la mort pendant un paquet de temps. Et après, ça lui a laissé une blessure à vie, bien sûr, où ils ont été obligés de faire une opération pour recoller la boîte crânienne. Enfin, Son père était prof ici? Son père était prof ici, je pense. David, il était prof, ou il avait été prof en tout cas. Oui, c'est ça. Alors,
Bon, on était ensemble élèves ici en 68, 69. Après, tu es parti, 70. Je pense que je suis parti au début de l'année scolaire de 70, donc ça doit être effectivement. J'ai dû rester toute l'année 69 jusqu'au début de l'année 70 et j'ai pas dû faire la rentrée de 70. Ça, très rapidement, j'ai commencé à travailler en 70, moi. ok. Et ça a continué à être chaud après ton départ. Hein. J'ai pas Moi, j'ai suivi- vécu la suite. Ouais. Donc. J'ai pas suivi après dans les lycées. Je me suis écarté pas de l'activité politique, mais du secteur lycéen, puisque je bossais. Et donc c'était plus une activité syndicale qui était liée à mes débuts dans le cinéma comme technicien. Ok, tu peux nous dire dans quelles circonstances tu es arrivé ici? Bah, les circonstances ont été, c'est pas de mon choix, c'est-à-dire qu'il y avait dans les lycées à cette époque-là, dans pas mal de lycées, de grosses activités politiques liées aux mobilisations contre la guerre du Vietnam, si bien que ça avait débouché sur on était tous au comité Vietnam nationaux, mais là c'était avec les étudiants, les adultes. Et puis en 67, on avait créé les CVL, Comité Vietnam lycéens. Et là, c'était une structure où on faisait des meetings où il y avait 500, 600 lycéens. Et c'était les premières structures où on se retrouvait tous les bahuts à peu près. Et il y avait des réunions de 30, 20, 30, 40 par bahut sur le Vietnam. C'était la façon dont on se mobilisait à l'époque et c'est ce qui va me valoir des ennuis au lycée Condorcet où je vais être convoqué pour une exclusion de 3 jours. Et ces 3 jours, il y a eu une mobilisation encore contre le plan Fouché à l'époque, la sélection ou ce qui était envisagé, un plan, le énième plan, la sélection à l'université. Et là, on a fait des piquets de grève devant le lycée et alors que j'avais interdiction de m'approcher du lycée, le proviseur m'a repéré encore une fois dans le piquet de grève. Et là, ça a déclenché le conseil de discipline et une exclusion définitive. On le voit dans Mourir à 30 ans d'ailleurs. Oui, et une exclusion, l'exclusion définitive. Mais comme j'étais encore jeune, à l'époque, j'avais 16 ans, tu ne peux pas priver un enfant de... Oui, donc il fallait absolument me réintégrer. Les autres lycées ont refusé, les administrations, enfin c'était compliqué. Et le proviseur de Voltaire, à l'époque, a dit « Ok, d'accord, je veux le voir et puis je veux discuter avec lui. Et après, si tout se passe bien, il pourra reprendre ses études à Voltaire. » Tu t'es inscrit sous un pseudo ici, tu te souviens? Non, c'est dans mon nom de famille. C'est mon nom qu'on connaît qui est un pseudo, mais le nom de famille et le nom où j'ai toujours été à l'école sous ce nom-là, c'était Charpentier. Oui. Donc c'est le nom qu'il y a sur ma carte d'identité et tout. D'accord. C'est Di Goupil. Et Goupil veut dire le renard, le rusé, qui est dans la famille depuis que mon grand-père était chansonnier. Donc c'est plutôt l'inverse. Moi, dans toutes les classes, tout le monde, partout d'ailleurs, on m'a toujours appelé Charpentier. Il n'y a qu'après, quand j'ai commencé le cinéma, on a dit c'est Goupil. Mais le nom de famille, c'est Charpentier. D'accord, ok. Ton implication politique, quelle était-elle à ton arrivée? Est-ce que les élèves étaient politisés ou... À Voltaire, au moins autant que moins agité que de cours, c'était plus les grandes classes à Voltaire. Mais il y avait quand même une base de groupes qui étaient militants à la JS, qui étaient militants à Lutte ouvrière, qui étaient militants à JCR. Donc j'ai retrouvé vite, moi, des copains que je connaissais d'avant. Et très vite, on a mis en place les structures. Enfin, elles étaient déjà en place. Mais très vite, je me suis intégré dans les structures qui existaient. Et c'était un lycée plutôt politisé. Plus que les autres lycées, à part de cours. À part de cours. De cours était vraiment le centre pour Paris, vraiment le plus politisé, avec le plus de groupes différents. Ici, il n'y avait aucun maoïste. Enfin, en tout cas, de souvenirs. Ils sont venus après. Oui, là, il n'y en avait pas de mon époque et de ce moment où je suis passé. Et par contre, il y avait une intense activité communautaire liée aux groupements juifs ou aux associations juives. Ça, c'était le moment de la guerre des 6 jours et de la remise en cause par l'OLP de l'existence d'Israël. Donc c'était très tendu dans le lycée. Ces discussions-là étaient très tendues. Quel souvenir gardes-tu
du proviseur, des profs, des élèves, du lycée en général? Du lycée, d'une incroyable usine, enfin un truc immense qui était très différent de Condorcet, donc c'était immense quoi. Ça à tel point que quand on va décider d'occuper les lycées en 68, donc après le 10 mai, on change, on quitte ici, c'est indéfendable et on va tous sur Turgot, qui était plus une structure classique, plus facile à défendre. Là, il y avait trop d'entrées, trop de murs, c'était impossible quoi. Ce truc était impossible à tenir. Oui. Donc il ne va pas y avoir d'occupation, il va y avoir des assemblées générales, des discussions, mais on ne va pas occuper le lycée Voltaire en 68. Sur les rapports avec les profs, j'ai pas de souvenir de profs. Si bien sûr je regardais mon bulletin scolaire, ça me rappellerait quelque chose, les noms et tout. Le seul dont je me souviens, c'est un professeur de sciences naturelles qui s'appelait Laplante. Ouais. Parce que c'est Laplante, sciences naturelles, ça m'avait fait rire et ça m'est resté. Où c'était assez chahuté. D'ailleurs, ces cours étaient très chahutés. Sans ça, non, les rapports. J'ai pas gardé du truc de rapport d'inimité particulière, ni avec un pion, ni avec un surveillant, et plutôt d'excellents rapports avec ce proviseur, qui était quelqu'un de, je sais pas, très bienveillant, particulièrement bienveillant. Moi, ça fait 30 minutes que je cherche son nom, je n'ai toujours pas trouvé. Tu participais à tous les cours? Je participais à tous les cours, oui. J'ai jamais séché du lycée. On allait au café, bien sûr, mais au moment des coupures ou surtout après le bahut. Mais principalement, on se retrouvait avec les autres lycéens ou ceux d'ici et puis au local de la JCR, qui était la Jeunesse communiste révolutionnaire, qui était un local qui était rue Sevran. Donc je ne séchais pas pendant la journée et j'étais présent, sauf quand il y avait massivement une décision de se mobiliser. Donc là, on sortait du lycée où on n'allait pas en cours, mais c'était collectif. Dans ton film Mourir à 30 ans, des images ont été tournées dans le lycée. Dans quelles circonstances et avec qui et avec quel matériel? Bah c'est après avoir quitté le lycée, je voulais faire un film qui s'appelle, je raconte un petit peu l'histoire dans Mourir à 30 ans, de la révolte à la révolution, et ça m'avait incroyablement impressionné, cette espèce de souffle qu'il y avait à Condorcet, à Decourt, à Buffon, enfin dans plein de lycées, cette espèce d'enthousiasme qu'il y avait, on avait tous 17 ans, 16, 17, 18, enfin même pas 18 ans, et comment on se retrouvait, et je me disais mais c'est incroyable cette énergie qu'il y a. Et après, comme ça a été beaucoup plus vite les événements historiques que même le fait d'en faire une histoire, c'est après coup où j'ai voulu recréer l'ambiance qu'il y avait, c'est-à-dire ces réunions permanentes, ces discussions permanentes. Et c'est pour ça que j'ai redemandé l'autorisation que j'ai obtenue de filmer quelques plans dans le lycée qui étaient l'illustration de comment ça s'était passé à l'instant T, au moment où on décide que les lycéens vont rejoindre la grande manifestation d'Enfer Rochereau, donc le 10 mai, qui va donner lieu à la nuit des barricades. C'est vrai. Mais on part d'ici. Oui, c'est vrai. As-tu gardé des contacts ensuite avec des lycéens quand tu as quitté le lycée? Oui, bien sûr, par le fait qu'on était liés à une organisation quand même assez centralisée, on se retrouvait, c'est-à-dire que au sein des meetings, des assemblées générales, des autres mobilisations qu'il y avait à l'époque, on se retrouvait aux manifestations et on se recroisait. Et ici, il y avait eu au moment des cercles rouges, c'est-à-dire la période où se développait l'organisation sous un autre nom, la Ligue communiste, après la dissolution de la JCR après 68, on avait recruté, et dans les recrues, il y a un des lycéens qui est devenu un responsable politique important de la Ligue. Donc on a été amené après à se retrouver, à se croiser et à s'amuser de nos souvenirs communs. Et lui, il était resté à Voltaire, de Voltaire.
De ta classe? Non. Non, je pense pas. Je pense qu'il était un tout petit peu plus jeune, un an plus jeune. Ah, je l'ai connu alors. Mais je ne sais pas son Sabado, mais je ne sais pas. François Sabado. François Sabado. Ouais. Je sais même pas si Sabado c'est son pseudonyme ou son vrai nom. Non, c'était son nom de famille. Ouais. On était dans la même classe. Donc Sabado, oui, était dans les jeunes qui avaient été recrutés dans les cercles rouges, et après va faire une importante, je ne sais pas si on dit carrière, mais disons présence avec la Ligue et le NPA, et encore maintenant, je pense. Encore maintenant, oui. Et encore maintenant, ouais. Bah, il est le mentor de Besancenot. Hein. C'est ça, je pense qu'il est toujours présent. C'est à cause de lui que je suis rentré à la Ligue d'ailleurs. Tu vois, c'était Sabado, c'est oui. moi qui ai fait adhérer Sabado. Ben voilà, tu vois, ça continue. Alain Krivine était prof à Voltaire. Comment vos relations ont-elles évolué depuis 68? Alors là, je ne savais pas, je me souviens pas, peut-être je l'ai su et tout. Je pensais qu'il était à Condorcet, mais je suis quasi sûr qu'il était à Condorcet quand il était étudiant, ou lycéen en tout cas, parce qu'il y a une plaque où il y a son nom qui est mentionné à Condorcet, comme les anciens élèves. Ici, j'ai aucun souvenir de rien. Probablement qu'il a participé de l'agitation qu'il y avait à Voltaire au moment de la guerre d'Algérie, ou des mobilisations contre la guerre d'Algérie. Nous, on se voyait dans un rapport tout à fait classique entre un dirigeant étudiant plus âgé, beaucoup plus âgé que nous, et nous qui étions les chiens fous de ce qu'était la JCR. Donc les rapports ont pas été, ça n'a pas été des rapports, c'est jamais devenu un ami, à la différence de Weber ou Ben Saïd, de qui on était plus proche. Ben Saïd, Krivine était un peu plus vieux qu'eux. C'est-à-dire, il était déjà plus un adulte, et plus responsable et plus proche de la 4e internationale que les autres. Il était plus proche de Pierre Franck, de l'appareil, qui était un appareil international. Donc nous, oui, certes, on le voyait, on discutait, éminemment sympathique, mais il n'y avait pas de camaraderie entre étudiants et lycéens, quoi. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette date anniversaire des 50 ans de mai 68? Simplement, quand on me dit le cinquantenaire, ça me fait un repère sur le temps. Ça n'a rien à voir avec les 10 ans ou les 15 ans qui étaient des anniversaires, où les débats étaient encore assez vifs sur ce que ça avait représenté, ce que ça avait changé. Là, le temps est vraiment passé, et maintenant, on est plus sur un... Enfin, moi, ça me fait plus un sentiment de si on parlait de 14-18. Il y a exactement le même temps, 14-18 en 68, c'est-à-dire quand j'avais 16 ans, 14-18 c'était il y a 50 ans avant, et là, 68, quand on m'en parle, c'est comme s'il cherchait le dernier poilu qui a lancé le dernier pavé, quoi. Ça me fait carrément un drôle d'effet. Et quant à la façon dont c'est devenu quelque chose de symbolique, ça s'explique par un truc assez pas du tout désagréable, ce qui fait que je refuse pas du tout d'en discuter ou d'en parler, c'est qu'il y a eu 3 morts, c'est tout, et encore 2 sur Lyon, 1 à Flins, sur Paris, il n'y a pas eu du tout de... On n'a pas, sur cet événement qui est quand même une immense grève extrêmement importante, et un mouvement avec les lycéens, les étudiants, où toutes les facs étaient paralysées, tous les lycées étaient occupés, où on n'a pas à déplorer de drame, si bien qu'on peut en parler facilement. Et c'est une date au niveau mondial qui va absolument tout changer sur l'ordre moral, sur le patriarcat, sur le système d'obéissance verticale. Je ne dis pas que tout est différent, complètement différent, mais c'est acté dans cette période-là, autour de mai 68, dans le monde entier, pas spécialement les barricades de Paris, quelque chose qui va changer. Alors bien sûr, c'est long, c'est lent, c'est difficile, mais ça va changer sur des choses extrêmement qui ont des conséquences encore maintenant et qui continuent à avoir des conséquences. C'est par rapport au mouvement des femmes. Le mouvement des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est quelque chose de nouveau. On arrive à une période où c'est la contraception, 67, avec cette idée que les femmes, pour la première fois, peuvent maîtriser la reproduction. Et ce qui va tout changer, absolument tout changer, par rapport aux décennies, enfin
au siècle précédent, et par rapport à la période que ça a ouvert sur la liberté sexuelle, la liberté de choisir, la liberté d'avoir les rapports qu'on veut, de ne pas obéir parce que c'est le père ou le maître ou le dirigeant politique. Il y a quelque chose de fondamental qui va se passer dans ces années 68, 67, 68, 69, dans le monde. Mhm. Je fais rappel à ta mémoire. 9 mars 1971, porte de Vanves. Ça, c'est un meeting que tenait Ordre Nouveau avec très grande partie de l'extrême droite européenne et l'organisation du service d'ordre, de la bagarre et de l'attaque, puisqu'on avait décidé d'attaquer ce meeting pour l'empêcher. On n'a pas réussi à rentrer dans le meeting, mais il y a eu des affrontements très durs avec le service d'ordre nouveau et surtout avec la police qui protégeait le meeting. Oui, c'est vrai. 15 et 16 mai 1971 au Père-Lachaise. Bah là, c'est le siècle, enfin l'anniversaire de la commune. Donc il va y avoir d'immenses... alors là, pour le coup, c'est toute l'extrême gauche européenne qui va se retrouver à Paris pour finir au Père-Lachaise par déposer une gerbe sur le mur des fédérés par rapport à la commune. Et est-ce qu'on est entré ce jour-là? Est-ce qu'on est? On est entré dans le Père-Lachaise. On est entré dans le Père-Lachaise. On est entré. Les flics, parce que je me rappelle des flics qui barraient le Oui, boulevard oui. de Ménilmontant. Hein. Oui, mais on est entré, on a déposé une gerbe. Peut-être qu'il y avait eu pas tous les gens qui étaient présents, qui s'étaient retrouvés à Jussieu et puis après qui vont défiler dans Paris. Mais sur 2 jours, il y a eu une immense fête pour l'anniversaire de la soir, commune. à Jussieu, il y avait Higelin, non? C'est ça, il y avait Jacques Higelin qui chantait avec une guitare et puis quelques musiciens dont Areski avec des djembés. Ça avait été sifflé en partie par les plus rigoureux ou les plus rigoristes, pas rigoureux, mais dans les groupes trotskistes qui avaient participé à ce rassemblement, qui était LO, qui n'avait pas du tout apprécié d'entendre l'Internationale chanter en blues. Oui, j'imagine. Septembre 73, j'ai oublié la date, aux Invalides, autour de la tour Maubourg, par là. Je vais te mettre sur la voie, Allende. Ouais, mais c'est la date pour moi, c'est le 21 juin 73. Ça, c'était la prochaine. Ouais, il y a la seule date de ce moment-là, c'est 21 juin, c'est-à-dire le vrai passage ou la vraie limite entre les groupes et l'activité publique que tu peux revendiquer, de manifestation, de mobilisation, et celle qui devient tout à fait limite au niveau du fonctionnement et qui est pré-terroriste, c'est-à-dire la façon dont on était organisé, la façon dont on était structuré en commando et en groupe d'attaque pour mettre en l'air ou foutre en l'air le meeting du Front National à l'époque contre l'immigration sauvage à la Mutu. C'est la date, c'est mon souvenir de 73. Sur le Chili, c'est plus bien sûr l'ambassade dans le 7e, mais les meetings qu'il y avait eu à la Mutualité, c'est pas 73, je sais que 73 est une date. Pour nous, cet échec et la fin d'Allende, son suicide, mais réellement pour moi, c'est plus le 21. Le 21, oui. Ouais, c'est normal. Où te situes-tu aujourd'hui sur l'échiquier politique? As-tu changé de sensibilité depuis les années 70? Je suis toujours aussi ou autant, si ce n'est plus d'ailleurs, révolté contre les injustices et plus voyagé, plus constaté à quel point c'était insupportable qu'ici il y ait l'eau potable, que les gens mangent à leur faim, ou on ne s'est pas trop inquiet par rapport aux maladies, et la différence qu'il peut y avoir avec plein d'autres pays avec des situations
quand même absolument terribles qu'ont été le Cambodge, le Rwanda, Sarajevo, la Tchétchénie, la Syrie en ce moment. Donc une sensibilité qui était la mienne avant, qui fait que je me suis engagé en pensant qu'une organisation de type centralisé, révolutionnaire, était le moyen de fédérer toute cette révolte et d'aboutir à un changement. Je pense que je me suis largement trompé dans le fonctionnement de cette organisation, enfin d'avoir adhéré à une organisation de type léniniste, de type bolchevique, que c'est pas du tout ça qui permet de faire avancer les choses ou de les faire bouger. Ça me donnait un excellent alibi, mais en vrai, je pense que maintenant que je suis plus vieux, ou même à l'époque, quand j'ai rompu, je pense que c'était de l'ordre du dogme, de la répétition, du fonctionnement militant, un peu répétitif, où tu apprends et tu répètes et tu essayes de plaquer ce que tu as appris sur le réel. Et en rompant avec l'organisation, mon organisation, j'étais un des premiers adhérents de la JCR, en rompant avec cette organisation, j'ai rompu avec ce type de fonctionnement. C'est pas pour autant que les injustices avaient changé ou que j'ai pas eu envie de me mobiliser contre ces injustices. Mais en cherchant en permanence un autre type de fonctionnement, un fonctionnement plus mouvementiste, plus horizontal, non pas dirigiste et hiérarchisé comme étaient les organisations d'extrême gauche, et puis par le cinéma, par les films que j'ai faits, par les prises de position que j'ai pu prendre, j'ai toujours continué à intervenir dans la vie publique, toujours. Je n'ai jamais arrêté. Je suis très critique encore maintenant sur ce fonctionnement-là de type avant-garde militarisée, de type léniniste, bolchevique. Je suis plus tendance gramsciiste en disant obtenir une hégémonie culturelle, mais même j'ai quand même d'énormes doutes maintenant par rapport au marxisme et une explication trop simpliste. Donc je suis devenu réformiste, que j'assume complètement en pensant que rien n'est une fatalité, c'est-à-dire que c'est pas inscrit que il va y avoir les États-Unis d'Europe, c'est pas inscrit qu'on va vivre dans un monde commun. La catastrophe est tout à fait possible. Si on se mobilise pas et si on n'utilise pas les privilèges qui sont les miens, de pouvoir m'exprimer, de pouvoir protester, de pouvoir intervenir, je pense qu'effectivement il y a plus de raisons que ça aille mal que de raisons que ça aille bien. Pour que ça aille bien, il faut à un moment donné avoir une idée du bien commun, une idée du bien général et une idée des choses qu'on ne fait pas, quoi. Mais même individuellement. Enfin, les films qu'on ne fait pas, les publicités qu'on ne fait pas, les émissions qu'on ne fait pas, peu importe. Dans ma vie, en tout cas, j'essaye de m'appliquer ça et c'est beaucoup moins confortable, mais vraiment beaucoup moins confortable. Moi, j'ai adoré la période où j'étais môme, où je savais où étaient les bons et puis les méchants. C'est beaucoup plus simple. Et puis après, tu as une explication à tout et tu peux en rire comme ce metteur en scène italien Moretti qui, lui, dans un film, je ne me rappelle plus exactement lequel, disait même quand on fait cuire l'eau des pâtes, on a une explication sur les pâtes qui ne cuisent pas assez vite, c'est parce que le capitalisme d'un ou parce qu'on n'a pas mis de sel ou le sel est de mauvaise qualité parce qu'il était ramassé. On était dans une espèce de délire où on pouvait expliquer tout le temps. Tout est politique. Tout est politique. Et là, derrièrement, l'antiphrase de ça, où j'ai vécu sur tout est politique, certes, tout est politique, mais l'art n'est pas tout, ou le cinéma n'est pas tout, mais tu peux l'appliquer à tout. Donc, tu peux inverser sans arrêt en disant tout est politique, mais il ne faut pas se prendre aussi pour ce qu'on n'est pas. C'est pas parce que la culture n'est pas tout. Tout est politique, certes, d'accord, mais en disant tout est politique, tu veux dire que tout l'art est politique, c'est pas vrai, c'est faux. Donc il y a plein de choses qu'on a appris, qu'on a récité, qu'on a ânonné comme des ânes ou des perroquets, notamment sur le socialisme scientifique, sur la vulgate marxiste, sur des trucs qui, de mes voyages, de mes fonctionnements, de mon observation et des films que j'ai faits, me semblent faux, tout simplement faux.
pour simplement le plaisir de quelques petits chefs-haillons, petits apparatchiks ou petits permanents. Je comprends le plaisir, je comprends qu'il y ait de la jouissance. J'en étais un des dirigeants, un des leaders. Il y a une jouissance par rapport à l'obéissance, par rapport à la servitude, par rapport à commander. J'y étais, je sais. Mais en même temps, c'est contre ça qu'il faut lutter aussi. C'est un des principaux défauts qui fait que les organisations syndicales s'enquistent, les partis politiques ne représentent plus rien ni personne, à part leur appareil. Je suis devenu extrêmement critique. Et ça se ressent d'ailleurs à l'occasion de ce cinquantenaire. Je n'ai pas une vision bienveillante des groupes d'extrême gauche. J'en ai fait la critique. On est passé à 2 doigts du drame absolu, où là on ne pourrait pas discuter, où ça aurait été sanglant en ce qui nous concerne, toute cette génération. Grâce à Weber, Ben Saïd et Krivine, ils nous ont repris en main pile poil le 22 juin 73. Tu l'as dit dans le bouquin. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que nous on n'était vraiment pas loin du drame. Vous étiez partis en vrille là. On était vraiment partis en vrille et le bilan pour, par exemple, l'Italie, c'est 3000 mecs en tôle pendant 10 ans, avec je ne sais pas combien de morts à la clé, de morts complètement inutiles, de gens jambéisés, de contremaîtres abattus devant leur famille, de trucs dramatiques au Pays Basque, en Irlande, des trucs complètement idiots, quoi. Idiots, imbéciles, parce qu'un môme pense qu'il détient la vérité et qu'il détient le droit de vie ou de mort en fonction d'un truc idéologique sur quelqu'un. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Il y a quelque chose de monstrueux. Heureusement, les parents aussi, et heureusement, ces grands frères qui surveillaient cette jeunesse bouillonnante. Donc, je n'ai de cesse, moi, depuis, d'être assez critique sur ce fonctionnement de type léniniste, sur les dérives que ça implique, les dérives mentales, puisqu'on est sûr qu'on détient la vérité, en disant mais attention, les Khmers rouges sont pas loin ou les brigades rouges sont pas loin, quoi. Ben, on fonctionnait tous pareil. Bah, c'est confortable. C'était les cow-boys et les Indiens, il y avait les bons et les méchants. Ouais, c'est très confortable. C'est idéal quand on est môme. Ouais. Heureusement que quelques plus vieux étaient là, comme Edgar Morin, avec des bouquins, ou Paxton, ou des gens qui, par l'écriture, par les livres, par leurs films, Le chagrin et la pitié, nous ont éclairés sur des zones grises qui ne sont pas exactement noir et blanc, quoi. Quel souvenir gardes-tu de tes anciens camarades de la Ligue? Bah, à l'époque, j'étais pas très camarade, moi. J'étais plutôt assez hautain, assez sûr de moi. Donc, j'avais pas vraiment d'amis, sauf ceux qui me servaient dans mon fonctionnement politique. C'est pour ça que je faisais association avec Récalatis, que j'explique dans le film, qu'on était 2. C'est toujours mieux que d'être tout seul, parce que comme chacun veut arriver ou diriger ou représenter son secteur contre les autres, c'est comme dans tout fonctionnement humain. Donc c'est assez violent. La politique, ça l'était dans les groupes gauchistes. Je suis resté par contre très très ami avec un truc un peu honteux, qui sont les types du service d'ordre. La direction du service d'ordre, c'est comme si on avait fait l'armée ensemble ou une guerre, et on s'en fout complètement d'être d'accord, pas d'accord sur l'Irak, de s'engueuler sur Mélenchon. C'est des gros cons, quoi. Ils sont toujours militants, c'est des imbéciles abrutis. Ils sont assez lamentables au niveau de leur QI. C'est mes meilleurs amis au monde, mes meilleurs. Et on se voit tout le temps. On n'est plus beaucoup parce qu'il meurt, Michel en premier, puis après d'autres copains sont morts. On n'est plus que 4, mais on a un immense plaisir à se voir sans jamais discuter du passé d'ailleurs. Jamais. Mais chacun a sauvé la vie de l'un ou de l'autre à un moment donné. Mais la vie réellement. Mais sans en parler. Sans discuter, c'est resté vraiment des amis intimes, ceux-là. Et je sais que je peux demander ce que je veux, malgré nos désaccords politiques. Ils me traitent d'imbécile, je les traite d'imbécile. Et on reste vraiment très, très, très proches. Alors, je vais te donner une liste, tu vas me dire j'aime ou j'aime pas, ou tu peux dire aussi ce que tu veux. Alors, tu les as connus ou tu les as pas connus, je ne sais pas. Hein. Si je te dis Jean-Christophe Cambadélis.
Je ne l'ai pas connu, je l'ai connu là dans la dernière période. Je connaissais de nom par rapport à son activité à l'époque où il était dans le CI. Je sais qu'il vient de là, je ne l'ai jamais connu à cette époque-là, et je l'ai connu qu'à partir du moment où il est rentré avec toute cette fraction au PS, et je l'ai discuté et fréquenté que dans la dernière année, enfin l'année précédente, avant qu'il soit plus secrétaire général. Un type avec qui on s'amuse, il y a une complicité du temps passé. Ouais. J'aurais pas aimé être dans son organisation et pas aimé être de leur côté. Quoi. Aussi, On n'était pas fait pour la JS. Non, pas fait pour la JS du tout. Ouais. Mélenchon? Mélenchon, une haine absolue. Ah Alors bon? là, c'est une haine, mais je trouve que ce type, à la différence de Cambadélis, lui a super mal tourné avec cette idée de lubie de populiste de gauche, de Chavez, de soutien à Poutine, de racisme latent. De l'aveuglement donc. Non mais lui, c'est pas du tout aveugle. Et c'est pas. Il est frappé, tu veux dire. Non. C'est un mec qui analyse et qui va dans une démagogie populiste, une démagogie nationaliste, une démagogie anti-européenne, en sachant tout à fait ce qu'il fait, rester le chef d'une secte où ça fonctionne par réseau, une espèce de truc, je ne sais pas ce que c'est que cette France insoumise, où les mecs adhèrent comme ça, et puis vont à des grandes écoles, ou des trucs sur Internet comme Castro, où il fait 5 heures de cours sur... ils sont tous très contents, ils sont tous complètement abrutis dans ce groupe, on se hait, mais réellement on se hait. Mais on se hait de toute façon depuis le CI. C'est un groupe que j'ai jamais pu encadrer de nulle part, mais je trouve que Mélenchon est un danger, lui, un danger pour la démocratie, un danger pour les mômes, un danger pour tout. Donc je ne cesse, toute interview, toute question et toute intervention publique de combattre en disant qu'ils ne sont pas de gauche, ils ne sont tout simplement pas de gauche. Clair. Ah oui, là c'est vraiment clair. Tu es sur la même position que le PC, là. Que le PC dernièrement, qui n'était pas du tout le PC de 2005. Et le PC d'aujourd'hui. Le PC d'aujourd'hui, bien sûr, tout le monde se rend compte de qui c'est ce personnage. Mais ils ont fait quand même des alliances tout à fait odieuses à l'époque de 2005, où ils dénonçaient la circulaire Bockenstein attaquant les Lituaniens, les ouvriers, enfin, c'est une... Lui, c'est vraiment un sale individu. Tu ne l'aimes pas? Non, du tout, non. Julien Drey. Julien Drey, j'aime bien son côté, on se connaît, pas de la même période. C'est-à-dire que lui, il est arrivé lycéen où moi je me barrais, il était avec Field, Minkowski et toute cette clique. Mais après, on s'est retrouvés bizarrement il était élu dans l'Essonne, je pense, ou quelque chose comme ça. Et ça m'est arrivé d'aller présenter des films et qu'il soit présent dans la salle et d'avoir discuté par moments. J'aime bien cette faconde, cette façon qu'il a, ce côté retors. Bon, je lui confierai pas, je lui confierai rien du tout. J'ai absolument. Ta montre. Non, ma montre. J'ai pas confiance. C'est un vrai politique. Oui, c'est un vrai. Filoche. Filoche, je suis absolument un ancien de la Ligue que j'ai bien connu, qui était un des dirigeants. Atterré par son parcours, atterré par ses prises de position complètement idiotes, mais depuis très longtemps. Et cette espèce de caricature d'ouvriérisme, sous prétexte qu'il était inspecteur du travail, était sans arrêt en train de nous faire une vision, mais de Zola, quoi, de choses qui correspondaient à rien des usines, à rien de ce que je voyais, à rien de ce que je filmais, se complaire dans une espèce de, comme peuvent être certains militants d'extrême gauche, un monde irréel, complètement irréel. Sauf que lui, il l'appuie sur soi-disant une expérience professionnelle. C'est un démagogue, c'est quelqu'un à qui on se fait des grands sourires, mais on ne s'aime pas depuis... On ne s'aime pas depuis tout le temps, nous. Depuis 67, je pense. Ouais, tu le sens pas, quoi. Non, du tout. Et lui, pareil. Hein, je pense que... Henri Weber. Weber est le grand frère. Il peut faire ce qu'il veut. Malgré les désaccords. Non, on a été désaccords uniquement en 2005. Uniquement sur son nom à l'Europe. Disant, il n'y a pas de désaccord je suis d'accord avec lui sur tout, sur sa rupture avec la Ligue, sur le fait qu'il soit engagé au sein du PS, qu'il ait une carrière politique comme sénateur ou comme élu ou comme conseiller. Ça, rien ne me gêne, moi, dans le trajet. J'aime bien lire, j'aime bien ses chroniques. On s'est simplement fâchés politiquement, mais on reste très très proches.
avec ses enfants, avec son épouse, ça reste un ami. Ok. Michel Field? Michel Field, j'ai eu grand plaisir à le voir. C'est pareil que Julien Drey. Il est maintenant passé, lui, dans des sphères où on est amené à se croiser par rapport à la... J'ai toujours bien aimé discuter avec lui. Il est amusant, il est rigolo, il est sympathique. Il est bon vivant en plus. Bon. Serge July? Serge July, j'aime bien. J'aime bien le croiser maintenant. Il s'occupe plus de production, de films, de documentaires comme ça, qui vont aller chercher les histoires d'un film, d'un autre, Tess, Ciao Pantin. Enfin, se rencontrer plusieurs fois dans ces émissions, mais hors les émissions, c'est pas du tout, on ne s'est pas fréquenté, on s'est tenu très loin l'un de l'autre pendant 20 ans. On s'est retrouvés une fois que tout ça a été passé, qu'il n'y avait plus d'enjeu du tout. C'était un maoïste, il a écrit, ils ont créé la GP, Proche de Sartre. très proche de Sartre, et surtout très proche des plus imbéciles de nos étudiants ou nos universitaires En avant vers la guerre civile, enfin, des trucs qui sont impardonnables par rapport à l'âge qu'ils avaient et la réflexion qu'ils auraient Parce dû qu'il est avoir. plus âgé que nous. Hein. Beaucoup plus, ouais. Et donc d'avoir signé ce livre et laissé à croire que c'était Pompidou était un nazi et qu'il fallait se lancer dans la nouvelle résistance populaire, il y a un truc à peu près Ouais, impardonnable. c'est les délires de l'AGP de l'époque. Hein. Oui, mais c'est impardonnable parce qu'ils n'avaient pas notre âge, ils étaient plus vieux, ils auraient pu Ouais. entraîner des drames épouvantables. C'est quand même très très limiteux. Ouais. Mais je suis devenu ami après. Ah bon. Bernard-Henri Lévy. Très copain tout le temps alors. Tout le temps. J'adore le personnage. Quand il va disparaître, on va tous être malheureux. Il est d'un autre siècle, d'un autre âge, d'un autre fonctionnement. Et ce type qui a beaucoup, beaucoup de moyens, qui aurait pu en faire complètement fructifier dans des choses tout à fait désagréables ou à la bourse, ou je ne sais pas, faire fructifier son fric, a toujours mis à disposition des idéaux idéalistes, qui sont les siens pour mener un combat en essayant de le partager. On s'est retrouvés jour après jour, nuit après nuit Et sur l'histoire pourquoi de tu penses la... qu'il est moqué comme ça? Il est moqué parce que ici, cette espèce de dérive populiste fait qu'on se moque des intellectuels, qu'on déteste l'intelligence, qu'on déteste la littérature, qu'il y a toute une catégorie de PC, de CGT, de basistes qui comme ça détestent parce que c'est un bourgeois, parce qu'il a du fric et parce qu'il a raison. Donc ça les insupporte, tout simplement, ça les insupporte. Il est effectivement, il a des côtés sur de lui hautain, pédant, qui font que il n'est pas issu de On lui tape pas dans le dos, quoi. du tout. Ouais, Et il n'a pas ce fonctionnement-là. Hein. C'est un intellectuel, il est avec sa chemise blanche, mais c'est toujours sur toutes les positions, antifascisme, anticolonialisme, sur le devoir d'ingérence, sur la façon dont on a pu se retrouver sur plein de combats, et encore maintenant sur les Kurdes. C'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Moi, je sais comment il est moqué, je sais, mais j'ai toujours défendu, j'ai aucun type de problème à le défendre en plus. Bernard Kouchner? Kouchner est plus bon vivant, plus rigolo, plus facile que Bernard-Henri Lévy. Il a mené des combats tout à fait honorables, a continué à les mener, a pensé qu'à un moment c'était plus efficace. Or, la façon a été mise de côté au PS d'essayer de faire avancer les choses en étant ministre des Affaires étrangères avec Sarkozy. Ça va, il n'était pas avec un fasciste, à ce que je sache. Donc on se voit, on s'embrasse, j'aime bien, et puis peut être à un moment moins efficace qu'à un autre, mais il a essayé, il a tenté tout le temps, quoi. Bon, encore 3, et puis après on arrête. Hein. Daniel Cohn-Bendit, Jean-Luc Godard et Coluche. Là, Cohn-Bendit, c'est le frère. Alors là, c'est comme le petit frère choisi. Enfin, et moi, mon grand frère. C'est ton meilleur pote, quoi. Meilleur pote politiquement sur toutes les discussions hors l'Irak, où on s'est fâché. Il était tout à fait contre l'intervention, mais disons qu'on n'a jamais eu un désaccord depuis.
Enfin, si, j'étais en désaccord quand j'étais dans un groupe d'extrême gauche, parce que j'étais dans un groupe gauchiste ou léniniste. Mais disons, à partir de 75, et toutes les fois où on va se retrouver ou se croiser ou discuter, c'est l'être le plus, je me sens le plus proche, et humainement et politiquement. Godard? Godard, c'est comme quand tu parcours un Larousse et que si on dit est-ce que tu as rencontré Pasteur ou je sais pas quoi, des espèces de génies, Karl Marx, j'en sais rien, des frappadingues comme ça, des génies. Mais c'est pas un copain. Non, non, il est hors le monde. Depuis le début et tout le temps, on était immensément complices. On a travaillé sur des films, il m'a fait immensément confiance. J'adore son cinéma, mais il est absolument invivable, quoi. Hors sol, hors sol. C'est un génie, ça n'a rien à voir avec ce qui est commun dans les gens qu'on rencontre, avec qui on discute. Et il est fou, complètement fou. Il est ailleurs, lui, dans cette création permanente. Le cinéma le met plus haut que tout. Enfin, c'est pas quelqu'un avec qui j'aimerais vivre, quoi. Et le dernier, Coluche, qui est parti. Coluche, je le connaissais depuis très très longtemps à cause du Café de la Gare, et puis j'étais assistant sur un de ses films, et ses sketchs, le fonctionnement. J'ai adoré discuter, m'amuser. Les seules choses qui nous éloignaient, c'était et la défonce, c'est-à-dire les joints. Pas la défonce, je me suis aussi défoncé, mais les joints, c'est une culture qui m'est complètement étrangère. Donc, j'étais pas du tout béat à sourire comme ça, comme un idiot, comme toute la bande pendant des nuits et des nuits. Mais j'étais là, présent. On s'amusait énormément. Un provocateur, mais rare, qui a permis de faire le plus grand, mais la chose la plus immense au niveau politique, était ce sketch de se présenter à la présidence, mais j'en porte la moitié de la responsabilité. On a été incapable de terminer ce sketch, quoi. Ça s'est mal fini, ça s'est tellement mal fini qu'on s'est fâché, qu'on ne s'est plus parler, quoi. Il y a un moment donné où tu peux pas ne pas prendre position à ce point-là. Parce qu'il était trop dedans. Non, parce qu'il était sur une espèce de dérive populiste, poujadiste, tous pourris, quoi. Donc, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. T'es très loin de mon univers politique. Et là, on s'est fâché, et ça a mis 2 ans. Heureusement, avant sa mort, on s'est retrouvés, et puis on bossait sur un film qui se fera jamais, mais qu'on avait conçu ensemble, et on était très, très amis. J'aimais comment il se comportait, son côté provocateur. Il aimait aussi énormément cette espèce d'impertinence ou de côté irrespectueux. Donc on se retrouvait quand même ensemble. Bon, on va parler de cinéma. Alors, j'aimerais savoir quels sont tes réalisateurs préférés, puis après je te donnerai quelques noms, tu me diras j'aime ou j'aime pas. Bah, les réalisateurs, le réalisateur préféré, après il y en a plein, mais celui qui est le phare, enfin c'est Fritz Lang avec M. Le Maudit. Un film j'ai vu tout le monde, je crois, j'avais 12 ans, 13 ans, après je l'ai revu plusieurs fois. C'est un film qui me fascine complètement parce que le personnage est une ordure, et après par contre tu finis par être inquiet pour lui, c'est-à-dire il retourne complètement l'histoire, où à un moment quand il est jugé et qu'il y a la loi du lynche, t'en es à le protéger, enfin à te dire le fait que ce film soit pas du tout manichéen et illustre de manière absolument incroyable la collusion de la pègre avec la montée du nazisme, explique les années 30, 33. Moi, il me foutait la trouille, ce film. Oui, c'est un film qui fait peur par la façon dont il touche de très près quelque chose qui est de l'ordre d'une chose absolument inconfortable, comme quoi un être peut être deux choses à la fois, une ordure et en même temps une victime, et enfin c'est compliqué, ce film est très complexe, c'est un film magnifique au niveau des cadres,
de la lumière, qui a toujours, quand même par la formation, ne serait-ce que par mon père et les gens qui défilaient, et la façon dont j'étais plus attiré ou plus sensibilisé sur les cadres. Et la lumière, c'est un film tout à fait fascinant. Enfin, pour moi. À part lui, À part lui, je suis très Godard. sensible. Oui, Godard, dans tout ce qui était la façon de casser systématiquement le récit. Et puis d'avoir ces audaces absolument incroyables de montage, et même cette jeunesse et cette virulence dans les dialogues avec Ada Karina, avec Yasinski, enfin les jeunes femmes qu'il a utilisées. Il y a quelque chose qui est une vitalité dans son cinéma qui correspondait exactement à 68, mais avant 68. Dès les années 60-62, il va faire dans ses courts-métrages et ses films ce qui est les prémices de 68. Truffaut. Truffaut, je suis pas sensible. Je trouve j'aime bien l'idée des Douanelles. Je suis pas rentré dedans. J'adore les 400 coups. C'est un film pour moi fétiche, absolument fétiche. Il y a des plans qui ressemblent dans Mourir attendant, où c'est la même famille, 18e, les mêmes âges, le même fonctionnement. Mais sa façon de raconter les histoires, je suis plus classique. C'est quelque chose qui plus linéaire et plus douce. Il est trop doux pour moi. Ouais, trop doux. Après, je te donne des noms, tu me dis j'aime ou j'aime pas. Costa Gavras. Costa Gavras, j'adore l'homme, son engagement, son fonctionnement et tout. Les films, j'ai quand même des fois plus de mal. Je préfère les films où on parle pas politique, quoi. Compartiment tueur ou ces films-là. J'ai du mal j'ai du mal avec Z, moi. Oui, t'as du mal. J'ai du mal, oui. Quand on illustre un discours et que toute la salle sait exactement pourquoi il vient voir le film et comment il va sortir une fois le film terminé. T'aimes pas qu'on te montre. Non, j'aime pas qu'on me prenne Tu par veux la que main. les gens fassent l'effort. J'aime pas du tout qu'on me prenne par la main au cinéma. Et des fois, j'ai du mal avec les films politiques. J'aime pas du tout Ken Loach. Je le supporte mal. Sauf Looking for Eric ou des films qui n'ont rien à voir, ou le contraire, The Free World, quand il prend l'inverse. C'est-à-dire que cette fille qui veut absolument faire du fric avec les immigrés, ça j'ai adoré. Il a une patte, un fonctionnement au niveau mise en scène où il est très à l'aise, mais toujours c'est pour illustrer quelque chose qui m'insupporte moi au cinéma. Ça m'insupporte. Le discours, quoi. Un discours qu'on illustre, ce qu'on appelle un film militant, quoi. Oliver Stone. M'insupporte. Alors lui, c'est encore pire que tout, lui, parce que lui, il est complotiste militant. Alors lui, c'est un cinglé qui, de JFK à tous les trucs qu'il a enchaînés, donne des plans que j'aime pas, des lumières que j'aime pas, des acteurs que j'aime pas. J'aime rien de son cinéma. Bon. Agnès Varda. J'adore. J'adore de ses premiers films, j'adore de La Pointe Sèche, Cléo de sa cassette, à là, au dernier. Il y en a un qui est vraiment... m'a complètement, mais retourné, c'est la glaneuse et glaneur, ou les glaneurs. Je me rappelle plus le titre, un documentaire qu'elle fait comme ça, en suivant les histoires des patates et du maïs, et de plans qui me restent encore en tête quand elle filme ses taches de vieillesse sur ses mains avec sa petite caméra. C'est une émotion, mais elle a fait plein de films comme ça sur les statues aussi, qu'on appelle les cariatides, qui sont. Elle est simple, elle est gentille, à la différence de Jean-Luc, elle est de la même période, elle connaît tout, elle a toujours été bienveillante, on s'aime bien, on se respecte, et j'adore ces films, moi. Et Robert Kédigian. Du tout. Je déteste, au même titre que je le déteste comme il me déteste. D'ailleurs, c'est réciproque. J'aime pas du tout ces films, mais pas du tout. Ni du dernier, ni du premier, moi. Aucun. Bon. J'en sauve pas un seul. Et c'est pareil, hein, cette haine par rapport au PC à la CGT, il n'a jamais supporté sur la petite bourgeoisie gauchiste et puis les trotskistes. Ça se retrouve dans on est tout de suite extrêmement pas amical, on se serre la main, on discute, mais il y a un truc inamical entre nous. Et je ne sais même pas si c'est lié au film d'ailleurs. On ne s'aime pas comme individu, c'est tout. J'aime pas ce style, j'aime pas ce truc à mettre là. Oui, c'est un style, ouais. J'aime pas ça.
Un film que tu as réalisé avec Daniel Cohn-Bendit doit sortir cette année. De quoi s'agit-il? Bah, un truc comme seule la complicité avec cet immense ami ou le respect aussi du politique, qui est de dire on va faire ni archives, ni discussion, ni anciens combattants, on n'a rien à foutre d'il y a 50 ans. On va essayer de voir comment est la France maintenant, c'est-à-dire une balade, un road movie où on est tous les deux. Moi, les lycéens, lui, les étudiants, et on se promène en France, dans les usines, dans les commissariats, hôpital, école, avec les pêcheurs, à droite, à gauche, partout. On rencontre pas mal de mecs d'extrême droite, il y a beaucoup de discussions avec les gens qui travaillent, les gens qui ne travaillent pas, les chômeurs, les friches industrielles. C'est un film absolument magnifique sur l'état de la France. Il sort là maintenant. Qui sort en... C'est pas un film, c'est un film pour la télé qui sera diffusé en mai 2018 pour les 50 ans de 68. Un docu, non? C'est un documentaire. Et ça s'appelle La Traversée. J'ai vu ton dernier film, mais j'ai oublié le titre. C'est Les Jours Venus. Les Jours Venus. Ouais. Pourquoi tu mets en scène ton enterrement? Bah, par le plaisir pur du cinéma, là, pour le coup, d'être en capacité de se moquer soi-même c'est un rêve absolu, puisque le cinéma, quand tu filmes quelqu'un, quelque part, il est mort. Enfin, le mouvement est fini, puisque tu vas comme quand il prend une photo, c'est passé. À partir du moment où tu filmes, c'est quelque chose qui va être passé et dépassé. Et en même temps, quand on le revoit, ça recrée, même si c'est en fiction ou si c'est pour de faux, de la vie. Donc là, de pousser cette observation au point d'organiser et de ne pas être content sur comment est mise en scène son propre enterrement était de la folie ou de la mise en abîme qui est dans tous mes films, de toute façon à chaque fois de cette mise en abîme, mais là poussée au maximum avec une scène complètement délirante d'engueulade ou de hurlement parce que personne n'est à la hauteur de son enterrement, quoi. Enfin de mon enterrement. Et tu as tourné dans la cité, la même que dans Mourir à 30 ans? C'est le même endroit? C'est le même endroit que dans Mourir à 30 ans, mais dans tous les films. À part Maman, à part un film, il y a toujours une séquence ou des séquences ou même une partie du film qui se passe dans la cité. Et tu habites toujours là? Et j'habite toujours dans cet endroit et j'y tourne tout le temps, puisque le dernier film, il y a il y a beaucoup de scènes qui se passent dans différents ateliers, beaucoup de scènes dans les cours, dans les jours venus. On voit effectivement cet endroit où j'ai toujours habité. Ouais. On retrouve cet endroit-là. Ok. En tant que réalisateur, quel sujet rêverais-tu idéalement de pouvoir traiter? Rien de ce que enfin, les trucs que je veux faire ou dont je rêve idéalement, j'essaye de les faire. Il n'y a rien, il n'y a pas de comme ça quelque chose où je me dis ah merde, si j'ai envie de faire un truc ou si ça me trotte, j'essaye. Je ne dis pas pour autant que je réussis ou même que ça aboutisse. Mais rien, je ne suis pas du tout dans le regret de quelque chose que je n'aurais pas fait, quoi. Des projets? Les projets, oui, on continue, et c'est toujours pareil. Les projets, c'est des trucs qui ne vont pas se faire. Donc, un livre que tu lis, tu t'en discutes, et puis ça ne se fera pas. Une discussion, tout d'un coup, un titre, une musique, des choses qui courent. Tu es toujours sans arrêt en train de projeter, pour le coup. Peux-tu nous résumer la décennie 66-76 en quelques mots et comparer les enjeux actuels à ceux de l'époque? D'un monde qui était issu du 19e siècle, très hiérarchisé, très paternaliste, très machiste, avec, ça a été les années... ces années-là, et en même temps un tel développement, une telle augmentation du niveau de vie par justement cette industrialisation, cette utilisation des matières premières et du début de la répartition des richesses sur le plus grand nombre, là pour le coup, ça a été une période quand même démente juste après la guerre où tout le monde respirait, quoi. Un monde, on imaginait tout le monde, c'était une vision très progressiste, on allait sans arrêt améliorer les choses. C'est dans cette période que j'ai été élevé, c'était une période extrêmement joyeuse parce que
avec cette espérance et cette illusion un peu folle. La période actuelle avec le sida, la chute du mur de Berlin et tout d'un coup cette faillite des idéologies très confortables qui disaient il y a les bons, il y a les méchants, il y a les impérialistes, il y a les socialistes, fait que c'est plus désarçonnant, mais en même temps, cette situation correspond plus à l'histoire de tout temps. On a, nous, vécu une parenthèse bizarre de la Seconde Guerre mondiale, protégée par l'arsenal nucléaire, l'équilibre de la terreur. On n'a pas eu, ce qui est inimaginable dans l'histoire du monde, une parenthèse de 70 ans sans guerre. Alors là, il n'y en a pas, hein. Enfin, pour les Français, en tout cas, il n'existe pas, ce truc-là. Ouais, pour l'Europe, oui. Même pour personne en Europe. Sauf la Yougoslavie. Bah, oui, mais pour personne en Europe, pour personne au monde, de toute façon, tu ne fais pas 70 ans sans guerre. Ouais, ça n'existe pas. Ouais. Donc on a vécu une période complètement incroyable qui nous permettait, ou nous aurait permis, ou nous permettrait de nous poser la question pourquoi on veut vivre ensemble. On n'est pas à hauteur des privilèges qu'on a eus. Il y a quelque chose où tout d'un coup, je sens que depuis la chute du mur de Berlin, on n'a pas suffisamment accéléré notre réflexion. Il a manqué, ça s'est ossifié ou c'est resté sur des analyses passées encore plus ridicules maintenant, avec Nuit debout et essayer de recommencer 68 avec le 22 mars et puis tous les trucs la grève de la SNCF et tous ces trucs-là. Ça me semble être un pauvre théâtre, quoi, comme si on n'était pas à hauteur de ce qui était en train de se passer dans le monde. Pour terminer, as-tu un message à faire passer aux lycéens actuels de Voltaire? Bah, sur les lycées, en disant qu'ils, quand même, être conscients que ce privilège incroyable qui est d'avoir le temps, l'énergie, la bouffe, les parents et les moyens pour aller à l'école, que c'est tout dont rêve une grande partie de l'humanité. Déjà, tous ceux qui nous ont précédés pour se battre pour l'école, pour qu'elle soit libre, gratuite, accessible et non communautaire, enfin non raciste, non xénophobe, ouverte, c'est un immense privilège de pouvoir lire, apprendre et apprendre à réfléchir par soi-même. C'est ce qui va faire que ce monde, le monde à venir, sera vivable ou pas, par la capacité qu'ont les individus à pas obéir, à réfléchir. Et du coup, pas être dans un truc de servitude, mais un truc de liberté. Alors, c'est pas très confortable, bien sûr. C'est chaotique même, parce que... mais c'est ça la vie, quoi. C'est chaotique. Est-ce qu'il y a une morale sur les histoires d'amour? Mais non, il n'y a pas de morale. Vous ne pouvez pas dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc, si on considère qu'il n'y a pas de morale sur les histoires d'amour, la vie, c'est pas loin de ça, hein, des histoires d'amour. Bon, je voulais te remercier d'avoir répondu à toutes nos questions au nom de l'amicale. C'est très, très important, c'est très intéressant tout ça. Puis je voudrais faire un geste avant à Romain pour qu'il explique ce que c'est. Oui, ça c'est la blague où on reconnaît, mais moins maintenant, où toute une génération a été marquée par la façon dont l'AJS ou l'ECI, les trotskistes de cette obédience qui étaient plus lambertistes, étaient tellement sûrs de leur argumentation et sûrs de leurs faits qu'ils concluaient tout leur discours par c'est comme ça et pas autrement, c'est-à-dire un truc très tranchant, alors que nous on était plus dans la gestuelle, on était plus rock'n'roll, on était plus sur les Stones que sur... Peut-être plus ouvert aussi. Oui, bien sûr, oui. Mais ça a donné une génération de militants extrêmement formés et très dans le développement de leurs arguments, ça laissait aucune place au doute, quoi. C'est pour ça qu'on les supportait pas d'ailleurs. Déjà au lycée et maintenant dans la vie. C'est les mêmes. On sait les mêmes. On a beaucoup de mal avec eux, quoi. JLM par exemple. Bon, merci Romain. Merci à vous.